Bienvenue sur Radio Clapas, Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Nordine El Ouachmi, dit le tatoué. Bonjour Nordine. Bonjour. Nordine, vous êtes natif de Montpellier. Vous incarnez la figure du self-made man à la française. Issu du quartier populaire de la Paillade, vous avez grandi dans un environnement où la débrouillardise et la résilience étaient des nécessités. Autodidacte, vous quittez l'école à 16 ans, mu par la volonté de ne pas être une charge pour votre famille après la perte de votre papa. À 20 ans, vous créez votre première entreprise, vous appuyant sur le réseau de votre quartier et l'expertise du bâtiment. De fil en aiguille, vous bâtissez un groupe florissant, Bureau & Co, qui compte aujourd'hui plus de 120 salariés et qui s'impose comme l'un des 10 plus grands acteurs nationaux du flex office. Nordine, c'est l'histoire d'une ascension, d'une inclusion naturelle, d'une diversité vécue et d'un engagement à offrir à tous les entrepreneurs, petits ou grands, un espace où s'épanouir. Nordine, la première question, ça pullule de flex office. Qu'est-ce qui différencie Bureau & Co des autres espaces de coworking ? Ouais, donc effectivement, c'est un marché qui est tout jeune, mais qui a été surfé, j'allais dire. Enfin, beaucoup d'acteurs ont surfé la vague, mais il faut remettre, j'allais dire, l'église au centre du village. C'est que le coworking a été employé de façon très marketée. En fait, le coworking, c'est quoi ? C'est travailler ensemble. C'est une tendance qui est née aux États-Unis, qui était plutôt issue d'entrepreneurs qui ont vu un moyen de rentabiliser des mètres carrés qu'ils avaient dans leur bureau et de créer de la synergie avec d'autres acteurs. Donc c'est comme ça que la vague s'est lancée. C'est vrai que depuis, c'est un métier qui s'est professionnalisé. On fait beaucoup de parallèles au secteur de l'hôtellerie, finalement, avec autant de marques qui existent que d'ADN et de services proposés selon l'hôtel que l'on choisirait. Donc le coworking, c'est un peu cette tendance-là, c'est offrir à des entrepreneurs de toute taille un espace de travail adapté à leurs besoins et dans lesquels les petites entreprises, les TPE, les PME vont pouvoir bénéficier des mêmes ressources que s'ils étaient dans un grand groupe. Pour les grands comptes, de mieux maîtriser leur empreinte immobilière et de s'appuyer sur un opérateur qui va gérer pour eux la totalité des services, offrir la meilleure expérience RH à leurs salariés. Alors qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui ? C'est que c'est un marché qui se consolide. Il y a beaucoup de très petits acteurs dans ce domaine et souvent portés par un chef d'entreprise qui, comme initialement créé, essaie de créer un petit écosystème au sein de ses locaux pour pouvoir rentabiliser des mètres carrés et créer de la synergie avec d'autres acteurs. Mais la réalité, c'est que c'est une activité réglementée. Les espaces professionnels qui peuvent accueillir normalement du public, des ERP, puisqu'on fait partie de cette classification d'opérateurs, ont des règles, de la réglementation et des obligations, ce qui n'est pas le cas chez un grand nombre de petits opérateurs. Pas d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pas de règles de sécurité incendie respectées, pas de contrôle réglementaire obligatoire à l'année, etc., etc. Donc, c'est en train on va dire que le marché s'écrème petit à petit et a vu naître un certain nombre d'opérateurs professionnels qui fleurissent au niveau national ou international. Et on en fait partie. Et la différence vraiment qui fait l'ADN de Bureau & Co, c'est vraiment l'offre servicielle que l'on a voulu inclure dans tous nos espaces. Un entrepreneur, quand il vient chez nous, il a plaisir à venir plus tôt le matin parce qu'il y a un espace café, il y a un espace de restauration, on a certains sites où on a une micro-crèche, on a des salles de sport, etc., etc. Donc en fait, on crée des lieux de vie pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Et nous sommes très peu d'opérateurs à proposer autant de services. Une deuxième particularité aussi de Bureau & Co, c'est que notre marque est un des rares acteurs aussi à se développer en région. On a une concentration dans les grandes métropoles, des acteurs internationaux, énormément sur Paris et sur Lyon, mais nous sommes 2 ou 3 acteurs à se développer et à avoir un maillage régional. Pourquoi vous êtes venu à cette création d'entreprise ? Parce que vous étiez dans le bâtiment ? Oui, tout à fait. À la base, historiquement, en fait, c'est venu d'une opportunité et d'un besoin. C'est-à-dire que j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 20 ans, vous l'avez dit. J'ai créé d'abord dans le bâtiment une entreprise qui petit à petit s'est développée. Au départ, sans réseau, sans connaissance du secteur, sans formation, sans diplôme. Il a fallu qu'on fasse nos preuves et on a souvent hérité des vieilles casseroles que les autres entrepreneurs ne voulaient pas faire, c'est-à-dire les chantiers les plus complexes, les plus compliqués à réaliser. Mais bon, on l'a fait et de fil en aiguille, on a su conquérir la confiance d'architectes, de promoteurs qui nous ont fait
travailler sur des choses plus sérieuses. Et la boîte a grossi à fur et à mesure de ce développement. À un moment donné, j'ai eu besoin, parce que j'ai eu l'occasion de créer d'autres petites activités parallèles, de rassembler tout le monde sur le même site, tous mes salariés, mes collaborateurs, et d'avoir un outil de travail adapté à mes besoins. Donc en 2014, je sollicite Altemed, qui est l'aménageur de la métropole, pour obtenir un terrain, un foncier, pour construire le siège de mon entreprise. Alors là, il y avait une problématique, c'est que il fallait répondre à un cahier des charges, et en fait, la métropole attend que l'on bâtisse sur le foncier une surface minimum, qui dépassait très largement en fait mes besoins à l'époque. Mais bon, on l'a vu quand même comme une opportunité, et on leur a dit ok, pas de problème, vous devez faire 500, vous voulez 1000? Oui, non mais en fait on s'est mal compris, on va faire 1000. On a fait 1000 mètres carrés, on a construit, j'ai réussi tant bien que mal à obtenir les financements pour construire ce bâtiment. Et à ce moment-là, quand le bâtiment est sorti de terre, il a fallu rentabiliser les mètres carrés parce que la surface était trop grande. Donc, faut savoir que moi, à l'époque, c'était déjà l'aboutissement de ma carrière. Moi, j'étais fier comme un coq. Je construisais mon siège, j'avais un patrimoine foncier, c'était exceptionnel. Donc là, j'étais déjà au max. Mais il a fallu qu'on commercialise ces petits espaces. Et donc, du coup, le bâtiment, on l'avait quand même fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. On voulait que ça reflète vraiment cette réussite quelque part à l'époque. Et donc, on n'a pas eu de difficulté à louer les petites surfaces qui étaient disponibles, qu'on avait fait en trop. Si bien que... le bâtiment a été commercialisé très rapidement, et j'ai demandé à l'époque à mon assistante de garder l'annonce ouverte en disant mais c'est pas possible que ce soit plein aussi rapidement, comment se fait-il qu'il y ait autant de demandes? Et donc on a gardé l'annonce et on s'est dit on va voir si c'est de la chance ou hasard, coïncidence. Et effectivement en fait on a continué à recevoir des demandes de très petites surfaces, et c'est là où vraiment mon expertise dans le bâtiment, la construction, l'intérêt que j'avais de manière générale dans l'écosystème de l'immobilier, plus ces besoins que j'avais captés, ça a fait tilt. On a commencé à se renseigner. À l'époque, le marché du coworking commençait à exploser aux États-Unis, à San Francisco, vraiment avec tout l'écosystème startup. Et c'est là où j'ai eu l'idée. Donc j'ai demandé à toutes mes équipes qui étaient si contentes de s'installer dans le siège de se déplacer sur un autre site. On a loué une surface ailleurs et on a transformé la totalité de ce bâtiment en bâtiment pilote, et c'est comme ça qu'est né Bureau & Co. Vous parvenez à séduire aussi bien les grands groupes que les petites entreprises. Comment vous faites? Au départ, en fait, le constat, il était simple. C'est que quand j'ai créé la marque, on s'était rendu compte, et les études qu'on avait benchmarkées à l'époque faisaient ressortir que 95% des entreprises en France avaient moins de 10 salariés. Donc ça, c'était ma cible. Je m'étais dit, il faut qu'on réponde à ces besoins finalement. Et une très grosse demande de flexibilité, contrairement à un bail commercial qui est contraignant, puisqu'on s'engage au minimum sur 3 ans. Bon, ferme. Donc, que la boîte aille bien et qu'on cherche à se développer, ça peut être un frein, comme si on a des difficultés, c'est difficile d'en sortir. Donc on a construit vraiment tout l'ADN de Bureau & Co pour essayer de répondre à des TPE, des PME et à l'écosystème startup que je commençais à découvrir, parce que moi-même, quand j'ai créé la marque Bureau & Co, j'ai découvert cet écosystème startup, j'ai découvert la French Tech, et j'ai découvert comment essayer d'avoir un business hyper ambitieux et la scalabilité, comment le développer à très grande échelle et de manière très rapide. Mais la réalité, c'est que ça a très 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 bien fonctionné, si bien qu'on a ouvert un deuxième site sur Montpellier très rapidement, dans la zone du Millénaire, le quartier d'affaires de Montpellier, 2 fois plus grand, et un site que l'on a rempli aussi très très rapidement. C'était une très très belle réussite. Peu de temps après, on a un événement que tout le monde connaît, on a tendance à l'oublier, mais on est frappé par la Covid. Grande surprise, Nordine El Ouachmi, c'est le grand malin qui crée des espaces et qui invite les gens à venir au bureau quand on a le président de la République qui fait une annonce et qui nous demande de rester à la maison. Donc là, effectivement, il a fallu qu'on soit très agile, qu'on se questionne un peu sur le modèle, sur la résilience, hein, vous en parliez tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Donc c'était assez flou parce que personne ne savait combien de temps ça allait durer, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc on avait vraiment une crainte, nous, de voir notre business s'effondrer complètement parce que tous les bureaux en France étaient vides. Mais la réalité, c'est que ça a été une opportunité pour nous. Tout simplement parce que, comme nos contrats de location sont des contrats de prestation de services qui se renouvellent automatiquement tous les mois, et que vous avez un délai en moyenne de 1 à 3 mois de préavis pour arrêter votre location, nos locataires, avec une bonne communication, ils étaient sereins. Ils se sont dit, ok, il n'y a pas de stress, je peux partir quand je veux, donc du coup, je ne vais pas me précipiter à tout résilier, à partir, on va essayer de voir à fur et à mesure de ce qu'on peut faire.
Ensuite, il a fallu qu'on soit très 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 efficace pour pouvoir mettre en place sur nos sites des dispositifs à l'époque d'accompagnement de Covid, donc le gel, les masques. On a réussi à s'en procurer un volume suffisant pour en distribuer sur tous nos centres. Donc dans ce contexte, on a eu très peu de résiliation. On a perdu en moyenne 20-30% de chiffre d'affaires. Et là, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que une fois traversé cette Covid, pour la faire un peu courte, mais une fois traversé cet événement, quand on a commencé à pouvoir revenir au bureau, il y a 2 choses qui ont été clés. D'une, on a tous découvert la visio, puisque pendant cette période, on a travaillé à distance. Et donc, du coup, on s'est tous familiarisés avec les outils, Zoom, etc., etc. Ça, c'était un premier point, parce que c'est le début de la naissance du télétravail, finalement. Et le deuxième point, c'est que tous les grands comptes, qui eux étaient très attachés à un bail commercial, parce qu'ils voulaient de l'engagement lourd, ferme, sur des grandes surfaces, eux, ils ont vu la contrainte que pouvait être en fait un bail commercial. Ils avaient des millions de mètres carrés qui étaient vacants, pas utilisés, et sur lesquels ils avaient 100% des charges. Il fallait quand même payer l'assurance, l'entretien, la maintenance, etc., etc. Et donc là, il y a eu un switch complet à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, les grands comptes ont revu toute leur politique de consommation des mètres carrés de bureaux. Ils ont découvert qu'on pouvait télétravailler. Ils ont mis en place des politiques de télétravail. En moyenne, aujourd'hui, c'est à peu près 2 jours par semaine de télétravail chez les grands comptes. Et donc, du coup, avec une gestion, ce qu'on appelle donc le flex office, avec une gestion du turnover des équipes, ils ont réduit de 20 à 30% en moyenne leurs besoins en mètres carrés. Mais à l'échelle de certains grands comptes, c'est des millions d'euros économisés. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu cette opportunité de pouvoir travailler aussi avec ces grands comptes. Opportunité, ça c'est un mot qui revient souvent, moi ce n'est pas un gros mot. J'ai une opportunité, c'est de recevoir quelqu'un qui a connu l'escalier social. Quel regard vous portez sur l'escalier social, l'entrepreneuriat en France aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pas la même question. À la rigueur, j'aurais peut-être pas eu la même réponse qu'il y a 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, le contexte est quand même particulièrement complexe et compliqué. On a très peu de visibilité. L'ascenseur social. Alors moi, j'ai un parcours qui est vraiment atypique. Je le vois même. J'ai la chance, j'ai envie de dire, de côtoyer des très très grands chefs d'entreprise, d'avoir été même invité à l'Élysée avec le président de la République, d'avoir rencontré Xavier Niel, enfin une multitude d'entrepreneurs vraiment à succès qui font rêver tous les entrepreneurs, et en même temps d'être très terre à terre, parce que j'ai encore mes amis d'enfance de l'époque que je côtoie, avec qui je fais des foot et on se voit assez régulièrement, et certains qui ont profité aussi de la croissance de Bureau & Co, puisqu'ils sont dans le bâtiment et que historiquement ils nous ont accompagnés dans différentes villes et profité de tout ça. L'ascenseur social ou l'escalier social, alors certains disent qu'il est en panne. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est pas facile, c'est certain, c'est vrai. Mais vous avez déjà employé tous les termes. C'est opportunité, résilience, conviction. Moi, j'ai entrepris, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de connaissances, j'avais pas de réseau. Il a fallu aussi que j'apprenne à ne pas avoir d'ego, à accepter de faire certaines choses que les autres ne voulaient pas faire. Même si je me valorisais beaucoup plus que ce qu'on me proposait, j'ai accepté les défis, je les ai relevés les uns après les autres. C'est pas facile, c'est une réalité, on peut pas le cacher. Quand on vient issu d'une vague d'immigration, de la paillade, sans diplôme, Nordine El Ouachmi, on met pas toutes les cartes de son côté, très honnêtement, pour pouvoir se faciliter les choses. Il faut construire ce réseau. Moi, le mot-clé, en tout cas, c'est la résilience. Je pense pas qu'on puisse tout reprocher tout le temps à tout le monde. C'est pas facile, mais il faut quand même pas oublier que la France est un pays qui permet d'entreprendre, vraiment. C'est beaucoup plus complexe quand on commence à gagner de l'argent. C'est encore un autre débat. Mais en tout cas, pour essayer d'entreprendre, moi j'ai découvert notamment la French Tech et le réseau de la French Tech. Enfin, nulle part ailleurs, on trouve des dispositifs qui vont permettre d'être subventionnés, d'avoir le droit à l'erreur, d'essayer de tester un modèle, d'avoir des bourses, des financements, des prêts. Donc ça, c'est une réalité quand même. Pour moi, la problématique, c'est qu'il existe beaucoup d'outils, mais ils sont peu ou pas connus du grand public. En quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune qui nous écoute et qui nous écoute depuis un quartier populaire ? En synthèse. En synthèse. Non, mais la réalité, c'est il y a un constat, et c'est sûr, on le voit, et c'est flagrant. Ok, table rase de toutes les problématiques. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et comment on se retrousse les manches, et comment on essaie d'affronter toutes ces épreuves. Donc, il faut aller de l'avant, il faut être optimiste. Il faut quand même aussi être très conscient. Moi, je dis toujours à tous les entrepreneurs,
Il faut se connaître soi-même, savoir ce dont on est capable et de pouvoir bien juger les difficultés auxquelles on peut être confronté dans le business qu'on veut développer. Mais vraiment, tout est possible. Il faut se donner au maximum et ensuite, il y a aussi peut-être une petite part de chance chez certains, mais cette chance, il faut aller la provoquer. Nordine, merci pour ce témoignage. Ça donne envie de vous réécouter sur d'autres sujets. Quand je vous écoute, moi, il me vient quelque chose à l'idée que c'est pas l'origine qui détermine la destinée, mais c'est bien la volonté de bâtir pour soi, pour les autres, et un avenir à la hauteur de ses rêves. Ah, parfaitement résumé. Non, mais c'est exactement ça. Vous êtes inspirant, c'est pour ça, Nordine. Merci, vous êtes trop gentil. Merci. Au revoir à tout le monde. N'oubliez pas ce message. Tout est possible. C'est une question de curiosité et de résilience. Merci, Nordine. Merci à vous.